Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Isaac pour cette introduction et à Pôle Sud pour l'accueil ce soir. J'en profite pour remercier Chloé Hoffman également du Master interfacultaire en Humanité numérique qui a mis sur pied en partie cette soirée, ainsi que les prouvettes et bien évidemment le Master pour l'invitation. Et également David Monti qui s'occupe de filmer ce soir pour qu'on puisse regarder en différé pour les personnes qui ne sont pas là, ainsi que Nina Seko, ma collègue, et Nadège Pillot, une amie qui est présente ce soir, qui ont contribué à la recherche documentaire. Donc merci beaucoup à elles. Alors, effectivement, je fais partie du Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne. Je vous donne 2-3 infos dessus très rapidement pour que vous compreniez la posture que je vais prendre ce soir. Donc, on est un service de la direction de l'Université de Lausanne qui œuvre à la durabilité forte au sein de l'université, donc auprès des services et des facultés, mais aussi à l'externe de l'université, principalement auprès des communes et des cantons du canton de Vaud et de la Romandie d'une manière plus générale. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas des spécialistes du numérique, ce n'est pas d'ailleurs pour ça qu'on est là ce soir, mais plutôt des spécialistes de la durabilité, des généralistes de la durabilité. Et donc l'idée, ça sera de vous brosser un portrait assez large du numérique sous l'angle de la durabilité forte. Je me permets aussi de préciser que je ne suis pas un spécialiste personnellement de la théorie critique des techniques qui existe depuis assez longtemps, donc je ne vais pas nécessairement vous parler d'approches comme celle de la convivialité d'Ivan Illich ou bien de l'autonomisation du système technique global qu'a pu proposer Jacques Ellul ou bien André Lebeau. Mon objectif ce soir, ça sera de rester pas trop théorique, pas trop conceptuel, mais de vous donner des clés pour pouvoir décrypter le numérique en termes de durabilité forte. Voilà, cela étant dit, je vous propose de commencer par une petite définition, en tout cas de travail du numérique, puisqu'il ne semble pas y avoir de définition arrêtée du numérique dans le monde académique. Donc comme ça, vous savez aussi ce que j'entends par numérique ce soir. Donc pour moi, le numérique, ça sera tout ce qui découle du langage binaire, composé de 0 et de 1, et globalement de la révolution numérique qui remonte en fait jusqu'à Alan Turing pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus spécifiquement, toutes les pratiques qui ont lieu dans l'espace constitué par Internet, qui est de plus en plus considéré comme un territoire plus ou moins immatériel dans la recherche, mais aussi évidemment d'aspects extrêmement matériels, comme les outils qui proviennent des technologies de l'information et de la communication, ICT en anglais, à savoir les terminaux, comme cet ordinateur ce soir, les smartphones, les écrans de télévision, les consoles de jeux vidéo, les box TV, ça contient tout ça dans ce dont je vais vous parler, les réseaux, qui sont fixes ou mobiles, et donc les antennes, les câbles, tous ces aspects très matériels qui en découlent, ainsi que les centres de données, les data centers, le cloud, là où toutes les données liées à Internet sont stockées. Alors, vous l'avez peut-être vu, depuis quelques années, en particulier ces derniers mois, le numérique est pas mal un sujet de controverse en termes de durabilité. On le voit ici avec la RTS, c'était en 2018, une chercheuse de l'Université de Lausanne qui faisait ce titre. Un peu plus récemment, celui-ci avec une comparaison avec l'aviation. Ici sur le 24 heures, sur des aspects que les habitudes numériques nous trahissent dans nos objectifs climat. Et puis là très récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, Le Temps qui citait cette étude qui est parue dans Nature qui parle de l'impact du Bitcoin par rapport à sa valorisation. Chez nos voisins français, même son de cloche plus ou moins, avec ici les Échos qui font également une comparaison. Et puis, quand même de manière intéressante, ça c'est plus récent, avec toujours cette optique que le numérique pourrait peut-être nous sauver face à la crise environnementale et là spécifiquement la crise énergétique de cet hiver. Alors, les enjeux pour ce soir vont être les suivants. Pendant longtemps, la question, elle a été, est-ce que le numérique justement peut être la solution, ou en tout cas une solution pour la transition écologique? Il m'a semblé, en faisant les recherches pour préparer cette présentation, que ce n'est effectivement plus en fait, cette question-là qui est la plus importante. Parce qu'en fait, la réponse, on la connaît, globalement, c'est non. Aucune technologie va être la technologie qui va nous permettre de régler toute la problématique. Et même plus spécifiquement, en fait, cette question, elle est valide lorsqu'on s'attelle à une problématique du numérique. On l'a fait récemment dans une publication grise qui est liée à la Smart City. On s'est posé la question, est-ce que la Smart City, c'est un concept qui peut contribuer à la transition écologique de la ville?
Et donc dans ce cas-là, cette question est tout à fait valide, mais pour ce soir, ce que je vous propose, c'est de l'élargir un peu. Pourquoi? Parce que le numérique, il est déjà présent, voire omniprésent. Donc la question n'est plus de savoir, veut-on le déployer? Bien sûr, il y a toujours la question, veut-on en déployer plus? Qu'est-ce qu'on veut en déployer? Mais il est déjà en fait très présent aujourd'hui. Donc il va falloir savoir en fait déjà dans son déploiement actuel qu'est-ce qu'il représente. Et deuxièmement, les objectifs qu'il sert sont globalement complètement autres que ceux de la durabilité. Pour la plupart, en fait, le numérique ne sert pas la durabilité en première intention, mais il sert d'autres besoins, il crée aussi d'autres besoins probablement. Et donc les questions que je vais vous proposer de traiter ce soir, c'est tout d'abord quels sont les coûts présents et futurs de ce numérique qui est là aujourd'hui et avec lequel il faut composer. Deuxièmement, les opportunités réelles, réalistes, peut-être même en ayant une approche sobre nous-mêmes, honnête, de ce que le numérique peut apporter. Et puis j'essaierai d'ouvrir sur les conséquences de ces opportunités qui là en fait sont multiples et effectivement croisent de nombreuses disciplines et en fait sont très difficiles à toucher, à sentir, mais où on peut déjà donner quelques pistes. Alors la manière dont je vous propose de le faire, l'introduction, eh bien, on l'a déjà faite. Je vais commencer par vous parler de durabilité forte afin que nous ayons une base commune de compréhension de ce qu'est la durabilité forte comme nous en parlons, avec deux aspects. Donc d'un côté un petit rappel de la situation écologique pour qu'on se rende compte des enjeux, et de l'autre un cadre conceptuel qui aujourd'hui est majoritairement utilisé dans la recherche en durabilité forte. Ça durera une dizaine de minutes. Et ensuite, on s'attaquera à ces deux aspects assez cruciaux du numérique, soit ce qu'il nous coûte et les opportunités, et puis les conséquences. Et ensuite, je conclurai, et ça prendra au total à peu près 1 heure depuis que j'ai commencé. Alors, je vais d'ailleurs lancer le timer, comme ça, j'ai un petit point. La situation écologique actuelle, que vous connaissez peut-être déjà, mais qui va nous permettre de pouvoir juste bien la repositionner. La non-durabilité de notre société, elle n'est pas nouvelle, elle prédate la majorité de ce qu'on connaît du numérique. Globalement, à partir des années 70, on a des données qui nous permettent de dire que nous avions dépassé la capacité de la Terre. Donc vous le voyez ici, en fait, cette ligne noire, c'est la capacité biologique de la Terre. C'est en gros ce que peut soutenir notre système Terre de nos activités humaines. Eh bien, en moyenne, sur la planète, à partir des années 70, vous le voyez, on a dépassé cette ligne. Principalement d'ailleurs à cause du carbone ici en bleu. Et en Suisse, qu'en est-il? On se dit, ok, on est peut-être un petit pays, on a fait des efforts, on est peut-être déjà très bon d'un point de vue durabilité. Est-on bon élève? Eh bien, si on regarde d'un point de vue des émissions directes, donc c'est les émissions qui sont produites sur le territoire, lorsqu'on prend une voiture et qu'on brûle des carburants fossiles, lorsqu'on chauffe notre maison, eh bien, c'est plus ou moins stable, avec une légère décroissance, peut-être depuis une dizaine d'années, mais on n'est clairement pas encore dans une optique de réduction massive des émissions. Et si on prend les émissions indirectes, donc ce qui est lié à tout ce qu'on consomme en Suisse mais qui est produit à l'étranger, comme cet ordinateur que j'utilise ce soir pour vous faire cette présentation, eh bien là on constate qu'il y a une croissance constante depuis les années 90, avec peut-être un petit ralentissement ces 10 dernières années, mais qui demande encore à être confirmé. Et donc si on fait la résultante de ces deux courbes, eh bien, on voit que les émissions totales de la Suisse, elles ont augmenté, alors que nous sommes un des pays avec la meilleure infrastructure, les meilleures technologies, les meilleures universités, et donc on devrait être les pionniers dans cette réduction massive des émissions de gaz à effet de serre dont on parle tant, et qui sont l'objet de l'accord de Paris, mais qui étaient déjà l'objet du protocole de Kyoto à la fin des années 90. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone totale. Donc c'est l'addition de tous les impacts, qu'ils soient territoriaux ou extraterritoriaux. Alors, quelles sont les conséquences de ces dépassements? Dans le monde, tout d'abord, le dernier rapport du GIEC, en particulier les deux derniers volets qui sont sortis au début de l'année, apportent ces chiffres. Certains territoires dans le monde vont devenir et sont déjà en train de devenir proprement inhabitables. Tout ce qui est les régions côtières vont probablement se faire submerger par les eaux. Et puis, pour de nombreux territoires comme le nord de l'Inde et le Pakistan, qui d'ailleurs a déjà eu des problèmes d'eau cette année, mais c'est la chaleur principalement qui va rendre le territoire inhabitable. Et donc, le GIEC, dans son deuxième volet, estime à 3,5 milliards de personnes, soit à peu près la moitié de la population actuelle, qui devront soit se déplacer, soit mourir, car leur lieu de vie actuel ne sera plus habitable, ne pourra plus supporter la vie humaine.
ce qui pose un grand nombre de problèmes non seulement éthiques, moraux, mais aussi géopolitiques. En Suisse, plus spécifiquement, vous avez peut-être déjà vu ces images. Donc ça, c'est le glacier du Trian en Valais, il y a 130 ans. Ça, c'est la même image, enfin c'est le même endroit, à la même période de l'année, mais il y a 3 ans, donc 130 ans plus tard. On voit que c'est des énormes quantités de glace qui ne se reforment plus en hiver, et donc c'est des volumes d'eau qui ne sont plus stockés dans les montagnes. Alors la conséquence de ça, ça veut dire moins d'eau en été. Donc pour toute l'agriculture qui dépend de l'arrosage, ça rend les choses très problématiques pendant les saisons sèches. Les étés qui sont plus caniculaires, je pense qu'avec l'été de cette année, je n'ai pas besoin de trop vous expliquer ce que ça donne. Les hivers plus doux avec une floraison plus précoce, donc ça veut dire qu'il y a plus de ravageurs, il y a plus de pertes dues au gel tardif. Et puis des pluies moins fréquentes, mais lorsqu'elles arrivent, plus extrêmes, donc plus d'inondations, plus de glissements de terrain, comme c'est arrivé encore récemment au Tessin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'un point de vue sociétal? Ça veut dire que l'objectif minimum pour tous les territoires, ça va être d'arriver à la neutralité carbone, qu'on entend de plus en plus parler dans les gouvernements et puis les différents documents qui sont proposés. Donc là, on a fait cette modélisation pour un petit village dans le canton de Genève, qui s'appelle Meignier. Alors, ce n'est pas très important l'endroit, ce qui est important, c'est qu'ils sont pile dans la moyenne suisse. C'est 14,3 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 par personne par an. Donc là en haut. Et vous voyez que les courbes de descente pour arriver à la neutralité carbone au plus tard en 2050, ce qui représente l'accord de Paris, eh bien en rouge vous avez celle qui représente une contribution pour atteindre 50% de chances de rester en dessous de 2 degrés, donc c'est l'objectif minimal qu'il faut réussir à respecter. Et puis en vert, vous avez la courbe qui représenterait une contribution à 50% de chances de rester en dessous de 1,5 degré. Donc c'est vers cette courbe verte qu'il faudrait se diriger. Ce qu'on voit, c'est que c'est des objectifs de réduction qui sont très grands. Au minimum, il faut que d'ici à 2030, on ait réduit de 1/3, mais idéalement, il faudrait presque avoir déjà atteint la neutralité carbone en 2030. Et en 2040, là, de toute façon, il faut qu'on soit quasiment neutre en carbone. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des changements de société, des transformations sociétales qui sont vraiment massives. Plus spécifiquement, si la neutralité carbone vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo qui est disponible sur YouTube, qu'on a faite dans le cadre d'un projet avec Cord 21, qui sont des communes suisses romandes et tessinoises impliquées dans des questions de durabilité. D'ailleurs, on a un représentant ici présent de la ville de Renan. Dans cette vidéo, un des points essentiels, c'est que la neutralité carbone, ça veut dire une réduction de 95% des émissions de gaz à effet de serre. On pourra compenser qu'à peu près 5% de ces émissions par de la reforestation, afforestation et éventuellement quelques technologies. Donc globalement, on doit enlever plus de 9/10 des émissions que l'on fait actuellement. Ce chiffre va être important pour la considération qu'on va faire du numérique dans quelques minutes. Alors, je vais faire une première pause ici. Où je vais vous proposer en fait de réfléchir individuellement à la question que je vais vous poser. Ça va me permettre de boire une goutte d'eau et puis de faire aussi une petite pause dans mon discours, comme ça relaxe un peu l'esprit. N'hésitez pas à respirer profondément pendant ce temps-là également, parce que la durabilité, ça peut être assez anxiogène. Et la question c'est, est-ce que la durabilité, ça se limite aux émissions de gaz à effet de serre? Ou est-ce qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte? Peut-être si je vous mets ce fond d'écran, ça sera plus inspirant. Alors je vous laisse pendant quelques secondes et puis je reprends dans un instant. Voilà. Alors, j'imagine que vous avez eu des idées. Alors, je suis désolé, je ne les prends pas maintenant, mais on peut en discuter tout à l'heure. Et probablement que vous allez les retrouver dans ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc, le modèle que je vais vous proposer pour penser à ces autres enjeux que les gaz à effet de serre, c'est celui du donut de Kate Raworth, qui est une économiste anglo-saxonne, qui l'a alors formalisé en 2017, mais qui déjà l'utilise depuis 2012, et qui globalement est un modèle qui aujourd'hui fait référence dans la littérature académique de plus en plus, et qui en fait propose un certain nombre de choses très intéressantes. Donc, comme vous le savez, nous vivons et nous faisons partie de l'écosystème terrestre. Cet écosystème, il repose sur 9 processus dont il dépend pour sa stabilité et sa résilience au cours du temps.
Donc on retrouve effectivement les questions de GES ici par le changement climatique, mais aussi de la biodiversité ici, des aérosols dans l'atmosphère, c'est globalement la pollution de l'air, la couche d'ozone dont on a beaucoup parlé dans les années 80 et 90, la pollution chimique qui comprend en fait quasiment toutes les pollutions, sol, eau, etc. Le cycle de l'eau avec la disponibilité de l'eau douce, etc. On peut noter ici le cycle de l'azote et du phosphore qui fait référence aux engrais et aux intrants que l'on utilise en agriculture. Alors, ces 9 systèmes, eh bien, ils reposent, sur lesquels l'écosystème terrestre repose. Il existe un seuil pour chacun de ces paramètres qu'il ne faut pas dépasser au risque de mettre en péril la stabilité de l'écosystème terrestre. Et puis, ces 9 seuils ont été appelés les 9 limites planétaires depuis 2009, et puis ensuite ça a été mis à jour en 2015. Et ça, c'est un élément qui vraiment s'est imposé dans les questions de durabilité pour pouvoir penser en fait les limites que la planète avait à nos activités. Et donc, en fait, ces limites peuvent être considérées comme étant un plafond écologique, comme si on était dans un train et qu'il y avait un plafond, et si on le dépasse, on est en dehors du train, il y a le vent, il y a les ponts, enfin voilà, c'est relativement dangereux. Donc il faut rester en dessous de ce plafond écologique. En même temps, donc voilà, pourquoi? Pour pouvoir continuer à habiter la Terre. Parce que si on dépasse ce plafond, eh bien la Terre devient progressivement et de plus en plus vite inhabitable avec des effets irréversibles. En outre, les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui environ, eh bien, nous dépendons d'un certain nombre de besoins essentiels, fondamentaux, auxquels nous avons toutes et tous un droit égal. Et ces besoins comprennent des questions comme la santé, qu'on imagine assez bien, mais aussi des aspects de participation à la société, des aspects d'équité sociale, de démocratie, et d'accès par exemple à un niveau suffisant d'énergie. De même, comme les limites planétaires représentaient un plafond, ces besoins fondamentaux humains représentent un socle au-dessous duquel il ne faut pas descendre. Et donc, cela a été nommé un plancher social. Donc, toujours en prenant l'allégorie du train, eh bien, il ne faut pas descendre sous le plancher du train pour pouvoir continuer à prospérer. Et donc, si nous prenons ces deux aspects, donc il ne faut pas descendre au-dessous du socle social, il ne faut pas être au-delà du plafond écologique, et donc entre deux se situe le donut, cet espace sûr et juste pour l'humanité et le reste du vivant, dans lequel il faudrait réussir à vivre et réussir à faire entrer nos sociétés. Et donc voilà le modèle du donut dans son entier, avec les besoins humains fondamentaux à l'intérieur et à l'extérieur, les limites planétaires. Alors, de la théorie à la réalité, il y a évidemment une différence. Si on regarde l'état actuel mondial des limites planétaires, voilà ce que ça donne. En gros, on les a, quasiment toutes celles qu'on peut mesurer, on les a dépassées. Et on les a très largement dépassées pour la plupart. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos modes de vie ne sont pas soutenables par l'écosystème terrestre. Donc il faut absolument changer si on veut continuer de pouvoir habiter la Terre. Et puis, de manière similaire, en moyenne dans le monde, le plancher social n'est pas atteint partout, et même pour certains aspects, pas du tout. Alors par exemple, là, il est question de revenus décents pour pouvoir participer à la société. Alors d'un pays à l'autre, il y a pas mal de différences également. Je vous ai mis ici celui du Costa Rica, qui globalement est le meilleur équilibre, si on peut le dire comme ça, où la plupart des aspects du plancher social sont validés, mais quand même certains comme l'équité sont encore très manquants. Par contre, il y a très peu de limites planétaires qui sont dépassées, et si elles sont dépassées, elles le sont assez peu. En comparaison, la Suisse, l'image est bien différente, où on a a priori validé tous les aspects sociaux, encore que des questions de répartition de richesse, je pense qu'on pourrait en discuter. Par contre, le plafond écologique, lui, est dépassé sur quasiment tous les aspects qu'on peut mesurer. Le seul qui ne l'est pas, c'est le changement d'utilisation des sols, parce qu'en effet, on déforeste assez peu en Suisse, donc ce n'est pas trop un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce modèle qui vont nous aider pour la suite ? Le premier, alors ça je crois que vous l'avez compris, c'est que la durabilité elle ne s'arrête pas au changement climatique. Même si, vous allez le voir, c'est difficile d'avoir des chiffres sur autre chose que le CO2. Parce qu'en fait, c'est un peu la mesure qu'on arrive aujourd'hui à estimer et qu'on peut comparer. Deuxièmement, que ça implique un retour non négociable au sein des limites planétaires, et cela en particulier pour nous, les pays du Nord, puisque c'est ça en fait le problème principal qu'on a, et que le poids qu'on fait peser sur la planète en fait, se répercute sur tous les autres pays. Troisièmement,
que respecter les limites planétaires, ça ne se fait pas forcément au détriment du socle social. Si on prend la pollution de l'air, si on arrive à la baisser, la santé des personnes et des écosystèmes s'en trouve largement meilleure. Donc il y a des co-bénéfices et donc de nombreuses raisons à rentrer au sein des limites planétaires. En revanche, surcombler les besoins sociaux, comme c'est le cas en Suisse, eh bien, ça génère quasiment automatiquement des pressions sur les écosystèmes. Et donc, il y a là une question à se poser sur la manière dont on va remplir ces besoins humains fondamentaux. Et enfin, ça apparaît pas directement dans le donut, mais ça apparaît dans la théorie qui va avec et globalement dans toute la recherche en durabilité forte, une croissance infinie et non différenciée n'est pas soutenable et ne peut pas être dans les limites planétaires. Et donc, cela, ça va impliquer qu'on va devoir faire des choix de société, de qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut qui croisse, quelle partie de la société on devrait en avoir plus de ça, et quelle partie doit être diminuée. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ces choix, on va en parler dans un moment, mais je vous propose une seconde petite pause, et qui va être assez large, mais globalement, maintenant que vous avez vu ces autres dimensions, je vous propose de réfléchir quelles sont les dimensions qui, selon vous, vont être impactées par le numérique. Où est-ce qu'on retrouve le numérique, que ce soit positivement, par exemple des aspects de connexion sociale, ou que ce soit négativement. Voilà. Alors, après cette petite pause pour le cerveau, qui est toujours bénéfique en général, pour faire ces choix, il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées et une de celles qui est la plus usitée par les gouvernements notamment, c'est l'approche coût-bénéfice, qui d'ailleurs s'appelle plutôt coût-avantage quand elle n'est pas traduite de l'anglais. Néanmoins, ce soir, je vais plutôt parler de coûts et opportunités, parce que les coûts, effectivement, ils commencent à être assez bien connus. Les avantages du numérique pour la durabilité, ils sont un peu plus spéculatifs. Et donc, opportunités, ça va nous permettre d'en parler, sans non plus affirmer qu'il y aura des gains nécessairement qui vont se produire. Alors, les coûts du numérique, globalement, dans la littérature, ils se décomposent sur 3 phases, ou à 3 niveaux principaux. Le niveau de la production, évidemment, avec la production des terminaux, la production de tous les objets qui servent à créer les réseaux, les data centers, etc., y compris le transport, mais il se trouve que le transport, la plupart du temps, c'est extrêmement marginal. Donc c'est plutôt la production en elle-même, et notamment l'utilisation d'énergie sur les lieux de production, qui va être importante. Ensuite, les utilisations qu'on en fait, donc lorsqu'on allume un ordinateur et qu'on utilise de l'électricité pour pouvoir en faire usage, qu'on va se connecter au réseau. Et puis en fin de vie, avec les déchets et puis le traitement de ces déchets. Alors, il y a des impacts environnementaux, bien sûr, qui se décomposent, comme je le disais avant, principalement en gaz à effet de serre qu'on connaît assez bien, et puis toutes les autres limites planétaires, ainsi que des combinaisons de ces limites, par exemple quand on parle des métaux stratégiques qui vont rentrer en compétition, donc la production des objets du numérique qui demandent ces métaux stratégiques va rentrer en compétition avec la production d'autres objets qui sont censés être utiles pour la transition écologique, tels que des panneaux solaires. Et puis les impacts sociaux avec l'exploitation des populations sur place, comme en fait un peu toutes les autres productions qui sont faites aujourd'hui dans ces pays, ou en tout cas une bonne partie. Des questions de santé physique et mentale sur les lieux de production, mais aussi à l'utilisation. On le voit de plus en plus avec les questions d'addiction, de problématiques d'image de soi, etc., des réseaux sociaux. Et des aspects de démocratie, que ce soit à l'utilisation des réseaux, du numérique, ou bien sur les lieux de production où il y a des conflits en fait, qui sont créés, des conflits armés notamment. Les impacts sociaux, je ne vais pas en parler ce soir, parce que non seulement ce n'est vraiment pas dans mon domaine d'expertise, mais en plus ils sont tellement vastes que je crois que ça serait compliqué de pouvoir les couvrir d'une manière qui soit honnête. Donc je vais m'intéresser principalement aux impacts environnementaux, et malheureusement principalement aux gaz à effet de serre tout de même, en ce qui concerne les chiffres. Alors, pour commencer, je vais vous parler de 3... Alors, je vais extraire des chiffres de 3 ouvrages qui ont été faits par le Shift Project. Donc, le Shift Project, c'est un think tank français qui a été créé par Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être, et qui travaille beaucoup sur ces questions depuis 2018 avec ce rapport, puis en 2020 celui-ci,
que je vous conseille très fortement de lire si ces questions-là vous intéressent, parce qu'en fait, ce qu'il y a dans ce rapport est une bonne continuité à ce que je vais dire ce soir. Et puis enfin, ce dernier qui a été publié l'année passée, qui en fait met à jour les chiffres de 2018. Donc, alors, il s'intéresse principalement à la 5G comme étant un outil de développement des réseaux, etc. Mais ils en profitent pour pouvoir remettre à jour leurs estimations, et c'est ça surtout qui va m'intéresser. Alors, pour avoir quelques chiffres, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, en fait, il y a beaucoup de controverses sur les chiffres liés au numérique. Donc, ce que je vais vous donner ce soir, c'est que les chiffres où, globalement, il y a un consensus scientifique. Et encore, je vais prendre des marges d'erreur parce que c'est souvent, en fait, il y a des différences entre les rapports. Mais globalement, les chiffres que je vais vous donner, je pense qu'ils sont assez solides et on peut se baser dessus pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir avoir des discussions. Alors, la part du numérique dans les émissions de GES mondiales, donc de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'était en 2013 environ 2,9%. En 2019, c'est de là que datent les chiffres qu'on a 3,5%. C'est toujours un petit peu de delay entre le moment où les émissions se passent et le moment où on a des chiffres. Et donc, des émissions qui ont subi une croissance de 6% par an. Une croissance de 6% par an, ça veut dire que ça double tous les 12 ans. Et aujourd'hui, on se trouverait, en fait, selon le Shift Project, entre 3 et 4%. Je dirais entre 2 et 4%, ça correspond au consensus international sur l'impact du numérique. Effectivement, les publications anglophones se mettent d'accord aussi là-dessus. Le problème que le Shift Project met en avant en particulier avec ces trois scénarios, c'est qu'ils s'attendent à une croissance de la part du numérique dans l'impact mondial, enfin de l'impact du numérique dans le futur, avec notamment peut-être une baisse de l'efficience, c'est ce que représente cette courbe bleu clair, qui ferait que d'ici 2025, on pourrait très bien être au-dessus de 7%. Alors en comparaison mondiale, les véhicules légers, ça veut dire les voitures et les motos, ça représente 8% de l'impact total. Donc aujourd'hui, on serait à peu près à la moitié de ça, mais d'ici quelques années, on le sera peut-être au même niveau. Et puis, c'est à peu près équivalent ou un peu plus que le transport aérien civil. Gardez en tête pour l'instant que ça, c'est des chiffres au niveau mondial. Et l'image qui se dessine pour la France, notamment, qu'on va voir dans un instant, et qui est à peu près équivalent pour la Suisse, va être assez différent. Alors malheureusement en Suisse, on n'a pas de chiffres particuliers sur le numérique qui sont suffisamment, à mon avis, solides pour pouvoir les prendre pour prendre des décisions. Mais en France, il y a un rapport très intéressant et très solide de l'ADEME, qui est un organisme du gouvernement qui est sorti en début d'année, qui, lui, va en fait estimer ça de manière assez précise. Alors qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Eh bien, pour la France, ils estiment à 2,7% l'impact du numérique, ce qui, si on fait une équivalence, ça correspond à peu près à 1000 à 2300 km en voiture par personne par an. Donc, ça correspond à peu près aussi effectivement aux émissions des voitures d'une manière générale qu'on va voir dans un instant, en proportion. Voilà. En comparaison, donc c'est pour ça que je disais dans le monde c'est assez différent de la France et la Suisse, c'est à peu près pareil. Les véhicules légers c'est 21% de l'impact français, en Suisse c'est à peu près 16%, pardon. Et puis le transport aérien civil c'est environ 4%, donc là on est dans les mêmes ordres de grandeur, mais c'est un peu plus de la moitié. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième qui est plus conséquent, c'est que ça représente 10% de la consommation électrique française. Et dans leurs estimations, d'ici à quelques années, ça pourrait représenter facilement 20 à 25% de la consommation électrique. Alors déjà 10%, c'est assez conséquent. Un quart, ça le devient encore beaucoup plus. Et puis 6% de la production de déchets en kilos. Malheureusement, sur les autres indicateurs, vous allez voir, ils en estiment pas mal, indicateurs environnementaux. Ils ne peuvent pas donner de comparaison avec l'empreinte générale française. Par exemple, ils parlent de 1000 kg de matériaux déplacés pour pouvoir produire les objets numériques qui sont consommés en France par année, mais ils ne donnent pas une équivalence de, par exemple, ce que le transport en voiture déplace dans sa production. Donc, je ne peux pas en fait vous donner vraiment de chiffres qui vont vous permettre de comparer. Mais ceci, effectivement, on peut comparer. Alors maintenant, si on décompose cet impact en fonction des phases du cycle de vie, parce que là, c'est un élément très intéressant pour nous, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui est important dans l'impact du numérique pour nos pays. Alors là, vous voyez, c'est tous les indicateurs qu'ils ont considérés. Donc on va s'intéresser au changement climatique.
Et là, on voit en fait, en bleu, vous avez la part de l'impact qui est liée à la fabrication des terminaux, des éléments de réseau, etc. Donc c'est clairement la fabrication qui est la plus importante. On retrouve d'ailleurs cet élément avec le smartphone, c'est une notion qui est assez connue maintenant. Un smartphone qui est utilisé pendant 2 ans, ce qui est la moyenne en France à peu près, en Suisse c'est à peu près 1 an et demi, c'est au moins 80% de son impact qui est lié à la production. Donc en fait, l'utilisation qu'on en fait a très peu d'impact environnemental en comparaison. Production des déchets, c'est pareil, c'est quasiment la totalité. Et puis on a vu tout à l'heure la consommation d'énergie à l'utilisation. Évidemment, ça c'est que à l'utilisation, c'est de l'énergie finale, donc il n'y aura pas d'impact sur la fabrication. Donc ce qu'il faut garder en tête de ça, c'est que l'impact du numérique chez nous, c'est principalement lié à la fabrication des objets. Donc moins on utilise longtemps les objets, plus l'impact par objet est important. Donc la conclusion, c'est qu'il faut utiliser bien plus longtemps les objets que l'on achète d'une manière générale. Deuxième aspect, c'est la décomposition de ces impacts en fonction du type d'infrastructure. Donc là, vous avez en bleu tous les terminaux, donc c'est tout ce qu'on possède nous, hein, les écrans de télévision, les ordinateurs, etc. Vous avez en rouge les réseaux, et puis en vert les data centers. Et on voit que globalement, de nouveau, c'est vraiment les aspects en bleu, donc les terminaux, qui sont la très très grande majorité. Donc c'est effectivement ce qui va arriver chez le consommateur ou la consommatrice. Et ça, c'est plus ou moins le cas pour les 3 points de données que l'on a considérés ici. Quelques chiffres pour se représenter. Donc dans ces 80% d'impact des terminaux, on a 37% qui sont les ordinateurs et les tablettes, 23% qui sont les téléphones portables, principalement des smartphones, et à égalité, les écrans dont la majorité sont des télévisions. Et ça, c'est un des points que le Shift Project met en avant, c'est que les télévisions aujourd'hui, qu'elles soient connectées ou elles-mêmes ou bien qu'elles soient liées à une box TV, en fait représentent de plus en plus d'émissions dans la part du numérique. Parce qu'elles sont grosses, elles demandent beaucoup de matériaux, et puis même à l'utilisation, en fait, elles vont consommer beaucoup plus, puisque c'est des plus grands écrans. On peut noter que les aspects comme les consoles, les imprimantes ou bien l'Internet des objets représentent actuellement 3 à 5%. L'Internet des objets qui est quand même relativement balbutiant encore aujourd'hui, qui déjà est une part qui commence à être importante. Et donc là aussi, le Shift Project attire notre attention sur la croissance très rapide du nombre d'objets liés à l'IoT, à l'Internet des objets. Voilà, si on fait une petite synthèse de ces chiffres, j'espère que je ne vous ai pas complètement noyé avec. Donc aujourd'hui, l'impact du numérique, relativement aux autres domaines comme la mobilité ou le bâtiment, il est relativement faible, mais il est non négligeable. Donc on ne peut plus se permettre de ne pas le considérer. Deuxièmement, en fait, c'est surtout son taux de croissance qui est préoccupant. Et donc, c'est plutôt son impact en 2025, ce qui arrive assez vite maintenant, et en 2030, qui va être important. Donc, il y a des décisions aujourd'hui à prendre qui sont très importantes. Comme par exemple, est-ce qu'on veut effectivement déployer la 6G pour 2030? On pourra en discuter après, si ça vous intéresse. Et enfin, vous vous rappelez la neutralité carbone, on a dit c'est 95% de réduction des émissions. Donc aujourd'hui, avec 2 à 4% des émissions qui sont portées par le numérique, c'est déjà la quasi-totalité de ce qui nous reste, des 5% incompressibles qui nous resteraient. Et on ne peut honnêtement pas dire qu'on va consacrer les 5% qui vont nous rester au final à soutenir le numérique, uniquement. Donc ça veut dire que le numérique, lui aussi, va devoir faire sa transition écologique et va devoir baisser drastiquement ses émissions, quoi qu'il arrive. Et simplement passer aux énergies renouvelables dans les pays de production en Chine, ce n'est pas suffisant pour pouvoir baisser autant. Les estimations sont d'à peu près 50%, donc au mieux on pourra baisser de moitié l'impact actuel du numérique, mais ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup plus si on veut pouvoir atteindre les objectifs de neutralité carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, ce qu'il faut, c'est changer la logique. Et ça, on le voit en fait dans tous les aspects de la transition écologique et de la durabilité d'une manière générale, et ça s'applique tout à fait au numérique. Vous l'avez vu tout à l'heure, la sobriété numérique, c'est un aspect qui devient de plus en plus prépondérant dans les publications et les discussions. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on essaie de prendre des décisions, quand les gouvernements essayent d'améliorer la situation? Eh bien justement, c'est commencer par améliorer l'existant. Dire voilà, on a des outils qui existent, eh bien on va essayer de faire qu'ils soient un petit peu moins polluants, qu'ils aient un petit peu moins d'impact sur la planète.
Ensuite, lorsqu'on n'y arrive pas ou lorsqu'on va un peu plus loin, on va essayer de transférer. Donc là, par exemple, au lieu de juste passer à la voiture électrique, qui est une amélioration puisqu'on reste dans un véhicule individuel, on va essayer de transférer vers un autre type d'outil, un autre mode de transport pour l'exemple ici, qui est par exemple le transport public, qui effectivement est beaucoup moins polluant. Mais ce qui vient en dernier, si ça vient, parce que souvent ça n'apparaît même pas en fait, c'est de questionner la demande en elle-même. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se déplacer? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 50 mètres carrés en moyenne par personne pour vivre? Est-ce qu'on a besoin de consommer le nombre de vidéos qu'on consomme aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de changer de smartphone tous les 1 an et demi, etc. Et en fait, si on change cette logique, si on l'inverse, ce n'est pas juste une question de priorité qui change, c'est qu'on change en fait vraiment profondément la réflexion et on se rend compte que les solutions auxquelles on arrive, elles sont très différentes que dans le processus actuel, puisqu'on va en fait repenser une partie conséquente du système actuel qui est en place, et puis on va repenser aussi le bien fondé de certaines nouvelles technologies, techniques, qui peuvent être d'ailleurs sociales également. Est-ce que vraiment on en a besoin? Est-ce que c'est la meilleure option pour aller dans la direction qu'on veut? Alors, je m'arrête là au niveau des coûts. Je vais parler des opportunités maintenant. Comme ça, on voit aussi un petit peu ce qui a été mis en avant dans ce que le numérique pourrait faire et en partie a fait. Alors, je reprends un peu le même modèle parce qu'en fait, ce qu'on trouve dans la littérature entre bien là-dedans. Tout d'abord, pour optimiser les outils existants et futurs. Donc, on parle d'augmentation d'efficacité, par exemple avec de la domotique, pour pouvoir mieux gérer la consommation d'énergie des bâtiments. On parle aussi de dématérialisation relative, où on va réduire l'empreinte matérielle d'un service, par exemple, en compressant les données, et donc on peut mettre plus alors je vais utiliser un vieil exemple, mais plus de chansons sur un CD-ROM si elles sont en MP3 que si elles sont en Wave. Bon, je me rends compte que ça date un petit peu maintenant. Ensuite, la substitution d'autres outils plus impactants. Donc là, de dématérialisation absolue, donc par exemple de passer au document numérique au lieu d'avoir du document papier. On a vu que ça ne marchait pas exactement comme on aurait espéré, mais si on prend pour des choses qui sont aujourd'hui très mises en avant, notamment dans les concepts de Smart City, de l'impression 3D locale, qui évite d'avoir un stock qui doit être transporté, qui va rester pendant un long moment dans une warehouse, un entrepôt de stockage où on peut en fait produire à la demande. Ça, c'est des choses qui sont avancées. Et également, et on va prendre un exemple là-dessus pour pouvoir essayer de voir ce que ça donne, de remplacer des flux physiques par des flux de données. Par exemple, en faisant de la visioconférence ou du télétravail, au lieu de prendre un avion pour aller à une conférence ou de prendre sa voiture pour se rendre au bureau. Et ensuite, pour les plus optimistes, pas forcément irréalistes, mais juste optimistes, de questionner nos modes de faire. Et alors là, on trouve, et ça on l'a vu pas mal dans notre article sur la Smart City, des questions de gouvernance. D'aller sur une gouvernance qui soit plus bottom-up, qui soit plus partagée, de remettre en question les processus de gouvernance, par exemple, des entités de la ville, grâce au numérique. De l'accès à l'information et aux services, donc là on parle d'open source, on parle d'open government. C'était le cas par exemple avec Data Canvas, je propose qu'on en parle après dans la discussion, où c'était exactement un des objectifs. Mais aussi d'intelligence collective, avec justement une connexion de peuples, de groupes qui sont peut-être pas proches physiquement et qui peuvent s'auto-organiser, partager de l'information, de la connaissance. Etc. Parce qu'il y en a évidemment d'autres, mais ça c'est peut-être pour les aspects, en tout cas les plus saillants que j'ai pu trouver. Alors, des chiffres sur ce que ça peut représenter en termes de durabilité, il y en a assez peu. Effectivement, c'est très spéculatif de dire on va pouvoir réduire de tant de pourcents les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. La seule publication vraiment qui l'a fait, il y en a une autre plus récente qui a été un petit peu moins optimiste, mais celle-ci, je la trouve intéressante, du Climate Group, qui est censée être une association neutre qui fait des recherches sur le climat. Il se trouve que ce document, en tout cas, a été sponsorisé par un grand nombre d'entreprises télécoms et de ce genre-là. Donc, je dirais qu'ils sont assez optimistes dans leurs prédictions. Donc, ce qu'ils ont dit, c'était en 2008, ils disaient entre 2002 et 2020, les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter de 30%. Et ensuite, en 2020, émissions de 2002 plus 30%, 2,7% seront faites par le numérique. Mais par contre, le numérique, s'il est déployé,
puisqu'en 2008, il y avait encore cette question, est-ce qu'on déploie largement le numérique? Eh bien, il va réduire de 15% ses émissions. Donc, au lieu d'avoir une augmentation de 30%, on aura une augmentation que de 15%. Et puis, il s'attendait à ce que d'autres mesures permettent de réduire encore très largement et qu'on arrive en fait à réduire nos émissions entre 2002 et 2020. Bon, la réalité, malheureusement, elle n'a pas trop été comme ça. Alors, ils n'étaient pas très loin quand même. C'est effectivement 34% d'augmentation des émissions de CO2 équivalent entre 2002 et 2020. Le numérique représente effectivement entre 2 et 4%. En revanche, le numérique a été déployé. Et est-ce qu'il a permis de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'intervalle? Eh ben, c'est une question, en tout cas, que je vous pose. Ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est vraiment pas sûr. Si ça l'a été de manière relativement marginale. Une des raisons pour cela, et puis je passe sur les autres, c'est que souvent, les outils numériques, les nouveaux outils, viennent en addition des anciens. Et au lieu de les remplacer, en fait, on les ajoute. Bon, on parlera d'autres effets également tout à l'heure qui peuvent expliquer cela. Mais en tout cas, le numérique ne semble pas avoir délivré les promesses que ce groupe-là, bien sûr, était peut-être un peu exagéré, mais de cette époque. Alors, prenons un exemple pour pouvoir parler justement de substitution. Et de cet exemple, je vais vous montrer justement pourquoi est-ce que c'est compliqué de pouvoir estimer les opportunités et à quoi est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on réfléchit justement à de nouvelles technologies, pas que numériques d'ailleurs, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, numériques. Prenons un jour de travail au bureau versus un jour de télétravail depuis la maison. Donc au lieu de parcourir 20 km aller-retour dans une voiture individuelle, que j'estime ne pas être un SUV, mais être une voiture de taille moyenne, soit essence, soit diesel, versus passer 6 heures de visioconférence depuis la maison, avec la vidéo allumée, et puis avec une personne en visio avec soi. Donc je me suis basé pour les émissions de la mobilité, c'est les chiffres de Carbone 4, voilà, qui sont ici, ainsi que des calculs que nous avons fait nous, et puis pour les chiffres de la visioconférence sur les chiffres de Quantis, qui est une boîte suisse de l'EPFL, initialement de l'EPFL, qui a fait une étude là-dessus en 2020. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais globalement, ça permet de pouvoir déjà faire des comparaisons. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le télétravail permet globalement de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux déplacements. Parce que les déplacements, en fait, en génèrent énormément par rapport au télétravail qui en générerait très peu. Là où ça devient un peu différent, c'est si on prend le trolleybus, qui est électrique, eh bien là, les émissions sont à peu près similaires. Et puis si on prend le train ou le métro, même en augmentant la distance, parce que souvent les trajets ne sont pas exactement directs depuis la maison jusqu'à son bureau, eh bien on est quand même en fait à beaucoup plus d'émissions, le double d'émissions, si on télétravaille que si on est en présentiel au bureau. Alors, ça c'est très intéressant, sauf que c'est un exemple qui est très spécifique, qui est très situé, qui ne s'applique pas forcément à tous les jours de la semaine, puisque là j'ai juste comparé un jour avec et un jour sans, et puis qui ne s'applique sûrement pas non plus à une population entière. Là j'ai pris un peu mon exemple en fait. Donc ça fonctionne dans cet exemple-là, mais pas sûr que ça puisse se généraliser. Et deuxièmement, il y a un nombre conséquent de variables que j'ai décidé d'ignorer volontairement, comme par exemple le fait que j'ai considéré que c'était la même consommation électrique si j'étais au bureau ou si j'étais à la maison. Que j'allais chauffer ma maison et le bureau dans les deux cas, que je sois là ou que je ne sois pas là. Que j'allais manger la même nourriture, que j'allais avoir le même matériel informatique et qu'il n'y allait pas avoir un achat de matériel plus important dans un cas ou dans l'autre. Et le problème, en fait, de ne pas considérer ces variables, eh bien, c'est que on ne prend pas en compte le fait que l'être humain est très bon à une chose, c'est s'adapter et tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent à lui. Et donc, on va voir, en fait, spécifiquement pour le télétravail, c'est un point intéressant, pour pouvoir considérer l'effet rebond, et en fait spécifiquement les effets rebonds. Je sais que c'est quelque chose qui est discuté depuis assez longtemps dans le cadre des technologies, mais je ne sais pas si c'est considéré en fait dans ces différents aspects, et je pense que ces différents aspects sont vraiment intéressants pour pouvoir justement faire des politiques publiques et prendre des décisions sociétales. Donc, la définition extrêmement personnelle et non scientifique que je vais vous donner ce soir de l'effet rebond, c'est que globalement, lorsqu'on gagne quelque chose quelque part, en réduction d'émissions, eh bien, il y aura une augmentation d'utilisation qui aura lieu quelque part d'autre. Ça ne veut pas dire que cette augmentation d'utilisation va compenser complètement les gains qui auront été faits quelque part, peut-être ça sera plus, peut-être ça sera moins, mais globalement, on constate que la plupart du temps, il y en a une. En fait, surtout, il y en a plusieurs. Et donc, très récemment,
ces 3 chercheuses et chercheurs de l'Université de Lausanne, qui sont spécialisés en mobilité, ont lancé un programme d'études de, je crois, 3 ou 4 ans sur les effets du télétravail. Et donc, justement, dans ce premier article qu'ils ont publié, je crois en août, si vous le voyez mieux que moi, voilà, août de cette année, eh bien, ils décrivent le type d'effet rebond que l'on constate dans le cadre de la mobilité lorsqu'on a une nouvelle variable comme le télétravail qui vient se proposer. Alors tout d'abord, il y a des effets rebonds directs. Donc lorsqu'on peut télétravailler, eh bien peut-être on va partir habiter plus loin de son travail. Et donc on va faire moins de trajets, mais on va augmenter la distance à chacun de ces trajets, puisqu'on n'a pas besoin d'en faire autant. Ou alors on va acheter ou louer une résidence secondaire qui est plus éloignée, par exemple aller travailler à la montagne en hiver. Ça c'est direct parce qu'en fait on a un gain d'efficience d'un côté, et puis de l'autre côté on a une augmentation pure de la consommation. Le deuxième qui est indirect, c'est l'investissement du temps ou de l'argent qui a été économisé dans une autre activité qui va elle aussi avoir des impacts. Donc là, par exemple, se dire, eh bien, j'ai pas besoin de prendre ma voiture tous les jours, le carburant est cher en ce moment, donc j'économise de l'argent, alors lors de mes prochaines vacances, je vais prendre un avion pour aller plus loin que ce que j'aurais fait autrement. Et puis troisièmement, différents effets macroéconomiques, comme par exemple la croissance du télétravail de montagne. Il y a certaines stations de montagne comme l'Aisin qui sont en train de développer des coworking pour attirer les gens qui viennent travailler à la montagne puisqu'ils peuvent être en mode hybride, ou alors du nomadisme digital, donc ces gens qui se déplacent dans le monde ou alors qui partent travailler très loin du lieu où ils étaient initialement. Donc en fait, des nouveaux secteurs économiques qui se développent et qui peuvent subir une croissance parfois très forte parce qu'il y a en fait une opportunité de marché qui se présente. Alors, en fait, ces aspects-là, ils sont importants. À un niveau individuel, pas tant que ça, encore que c'est intéressant d'y penser pour savoir comment est-ce qu'on réagirait à cette nouvelle donnée qu'est le télétravail, mais surtout à un niveau collectif. Qu'est-ce que ça change au niveau de l'organisation sociale, au niveau de la planification d'une ville ? Est-ce que c'est le mode de vie que l'on aimerait qu'une partie de la population soit là 2 jours par semaine en centre-ville en descendant de la montagne et le reste du temps travaille en coworking depuis une station de montagne ou depuis la campagne? Je n'ai pas une réponse à ça, mais c'est une question qui doit être posée parce que effectivement, c'est une des conséquences que l'on voit en fait se produire lorsqu'il y a la variable télétravail qui rentre en ligne de compte. Et donc, on arrive à la dernière partie de cette présentation. Parce que de manière plus générale, en fait, c'est les mondes qui deviennent possibles qui sont intéressants à étudier lorsque une nouvelle technologie est adoptée ou lorsque on décide en fait de faire un choix technologique plutôt qu'un autre. Et donc, voilà, j'ai perdu une partie de ma technologie, mais c'est très bien, on va continuer de manière un peu plus analogue. Non, en fait, c'est même un meilleur exemple. C'est l'humain, en fait, qui a posé problème ici, parce que j'ai cliqué dans ma plage de texte, et donc que ça ne permettait pas d'avancer. Bon, peut-être que quand même, en fait... Voilà, très bien. Bon, on verra ce qui fonctionne le mieux. Alors, pour pouvoir parler de représentation du monde, je vais vous proposer un dernier exercice un peu réflexif. À quoi ressemblerait Lausanne en 2050, selon vous, si elle était devenue complètement neutre en carbone? Comment est-ce qu'on se déplace? Où est-ce qu'on va? Jusqu'où on va et d'où on vient? Comment est-ce qu'on mange? Comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres? Comment est-ce qu'on se sent dans la ville? Je prends une petite goutte d'eau et puis on attaque ça dans un instant. Ouais. Puis je vous donnerai une autre question. Et puis avant de continuer, j'ajoute une variable qui est celle des voitures électriques autonomes parfaitement neutres en carbone. Alors ajoutez-la à la vision que vous aviez déjà avant. Comment est-ce qu'elle s'insère là-dedans? Comment est-ce que vous la déployez? Alors gardez ça de côté, on revient à la question initiale, parce que c'est exactement la question qu'on a posée à une vingtaine de personnes d'une administration d'une commune vaudoise et pendant l'été, dont la moitié étaient des chefs de service. Donc des gens qui sont très impliqués dans la mise en place des politiques publiques et parfois dans la négociation de ces politiques publiques. Et globalement, ce qui est sorti, c'est 3 archétypes dans lesquels on a pu classer leurs propositions pour la ville neutre en carbone qui a fait sa transition écologique de demain. Tout d'abord, c'est les petits villages, quartiers autonomes, un peu en mode éco-village. On se déplace majoritairement avec la mobilité active, donc à pied,
pardon, ou à vélo. Les modes de vie ont changé de manière assez drastique. On consomme beaucoup moins, on est beaucoup plus en lien avec les uns avec les autres. Ces petits centres urbains en fait sont autonomes quelque part puisque on vit, on travaille et on peut faire ses courses au même endroit. C'est le concept de la ville des 15 minutes. D'une manière générale, l'économie a changé aussi beaucoup. Les objectifs économiques ne sont plus du tout les mêmes. On n'est plus dans une poursuite sans fin de la croissance, de la maximisation des profits, de la rémunération des investisseurs, etc. Deuxième archétype qui ressort, l'agglomération verte. Là, c'est la ville un peu plus comme aujourd'hui, avec un centre tout de même, des transports assez conséquents, mais que en transport public, une ville très verte, avec beaucoup de débitumisation. Dans la première, il n'y a quasiment plus de bitume. Bon, d'ailleurs, vous pouvez le voir, je ne sais pas si l'image est la meilleure représentation parce qu'elle n'est pas très dense en population, mais globalement, il y a très peu de bitume. L'agglomération verte, il y en a aussi beaucoup moins. On a aussi changé les manières de faire, mais globalement, on n'est pas à un niveau de changement de mode de vie qui est aussi radical que dans le premier. Et la troisième, c'est la ville ultra-technologique, où globalement, c'est la technologie qui est venue résoudre plus ou moins tous les problèmes. L'efficience a été maximisée partout. Bon, bien sûr, on a rénové les bâtiments, ça c'est le cas dans les trois, tout le monde est d'accord là-dessus, mais toutes les voitures sont autonomes, électriques. On n'a pas changé en fait grand-chose de la ville, on a juste changé la manière, les outils qu'on allait utiliser pour pouvoir vivre dans la ville. Alors, ce qui me paraît intéressant ici, et là je vais plutôt ouvrir des questions en fait, parce que je n'ai pas forcément des réponses à vous proposer, on n'a pas fait une analyse sociologique particulièrement là-dessus, mais pourquoi est-ce que la technologie, elle est présente principalement ici, elle est quasiment absente là, ou elle est très peu présente, et surtout la technologie numérique, et pourquoi en fait est-ce qu'on est dans un paradigme qui est quasiment le même qu'aujourd'hui? Ça vient de Daimler, hein, donc c'est les producteurs de voitures qui sûrement sont ravis d'avoir toujours des routes, alors avec des pistes cyclables, c'est déjà pas mal, mais pourquoi est-ce qu'on est dans un paradigme quasiment similaire à aujourd'hui, alors que dans les deux autres options où la technologie n'est pas centrale, on a changé radicalement les modes de faire, en tout cas dans la première option. Alors, il y a des pistes qui sont données, il me semble notamment que c'est le cas de Ellul, hein, qui parle en fait que la technique, elle réduit le champ des possibles, et puis elle réduit le champ des imaginaires. Donc ça, c'est une première piste. Mais maintenant, la question, c'est vous, quand vous avez pensé à la voiture autonome, est-ce que vous étiez dans cette vision-là? Alors je serais ravi d'avoir votre retour tout à l'heure s'il y a des gens qui n'étaient pas dans cette vision, mais souvent c'est difficile de penser la voiture autonome connectée autrement que dans cette troisième vision. Pourquoi? Parce qu'il faut des grands réseaux pour pouvoir la déployer, et donc une fois qu'on a déployé ces réseaux, ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir moins. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas 10 voitures autonomes 4x4 dans la première version qui sont là que pour déplacer des gens à mobilité réduite? Ça, je n'ai jamais entendu personne proposer ce genre de choses. Et c'est dommage parce que, en fait, peut-être que ce serait un futur qui serait possible et viable. Bon, j'arrive sur la fin. Pour moi, la question qui demeure, en fait, et avec laquelle je vais vous laisser avant de conclure et de prendre juste les points essentiels, c'est celle-ci. C'est est-ce qu'on peut combiner, ou est-ce qu'on peut encore combiner, à l'échelle d'une société, parce qu'à l'échelle individuelle, probablement qu'on peut, la simplicité volontaire d'un côté, donc une sobriété très forte, et des technologies numériques. Ou est-ce que ces technologies numériques, elles impliquent forcément un déploiement très large, une croissance interne très forte, une sorte d'effet de feedback positif entre l'utilisation qu'on en fait, qui va nourrir les designs des applications, qui vont nourrir notre utilisation, et qu'en fait on va en consommer de plus en plus? Eh bien, je ne sais pas, mais je pose la question. Le Shift Project dirait, eh bien oui, en fait, il faut pouvoir faire des politiques publiques qui vont limiter la manière dont on déploie les technologies et ce qu'elles peuvent faire. Eh bien, on pourra en discuter dans un instant. Un point intéressant qui est sorti, il me semble, hier, voilà, dans l'Union européenne, maintenant ça a été voté que le câble USB-C devait être la norme pour tous les chargeurs des petits appareils. Alors, on va dans une direction d'une limitation de ce que la technologie a le droit de faire, mais ça reste extrêmement marginal. Donc probablement que ça ne sera pas suffisant. Et donc, ce qu'il va falloir faire vraiment, eh bien, c'est reprendre cet aspect-là, qui est, et peut-être surtout celui-ci, pas que pour le numérique, pour toutes les technologies, questionner en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire et est-ce que c'est vraiment le bon outil et dans quelle mesure cet outil doit être déployé. Voilà, j'arrive à la fin, c'est très bien.
Les quelques points sur lesquels j'aimerais vous laisser, qui sont un peu ceux que j'ai déjà cités, mais pour les reprendre, c'est que eh bien, la durabilité, elle implique cette adéquation entre des limites écologiques d'un côté qui sont non négociables et des besoins humains fondamentaux de l'autre. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ces deux aspects en tête. Mais le non négociable ici, en fait, c'est un des changements principaux qu'on a par rapport au modèle du développement durable. Où là, on dit non, il y a vraiment des limites et on ne peut pas les dépasser. Il n'y a pas de négociation possible. Autrement, on ne peut pas continuer à vivre sur Terre, ce qui est quand même assez problématique, vous en conviendrez. Deuxièmement, l'impact croissant du numérique, il ne peut pas être négligé. On a des chiffres aujourd'hui qui le montrent, que ce soit en termes quantitatifs, où là, c'est vraiment sa croissance qui est problématique, et puis aussi sur nos imaginaires, comme on a pu commencer à l'entrevoir. Troisièmement, comme toutes les technologies, le numérique, c'est un ensemble de moyens et pas une fin en soi. Et ça, c'est important dans les technologies, c'est qu'elles doivent servir à quelque chose. Il ne faut pas les développer pour elles-mêmes. Et c'est assez difficile parfois parce que c'est assez magique une technologie. Et on se dit, ah, c'est génial, on aimerait voir en fait toutes les possibilités que ça ouvre. Mais dans une optique de sobriété numérique, il faut d'abord faire une pesée des intérêts et voir est-ce que vraiment la technologie nous apporte ce qu'on veut et quelles sont ses conséquences environnementales. Et enfin, et c'est la pensée en fait la plus importante probablement, c'est qu'il convient alors d'abord de décider collectivement du projet de société qu'on veut défendre, vers quoi est-ce qu'on veut aller, de manière assez spécifique pour qu'on puisse s'entendre en fait sur ce que ça va donner. Est-ce qu'on veut des voitures autonomes ou pas? Et si oui, dans quelle mesure? Ça change pas mal en fait les futurs que l'on dessine. Et puis ensuite, on décide des technologies, dont les technologies numériques, qui vont nous permettre d'être les plus à même d'y contribuer. Et aussi, il faut les dimensionner de manière à ce que ça aille dans la bonne direction. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis ravi de discuter de ces aspects-là avec vous.